Ce n'est pas la sécurité qui dérange le plus, mais la capacité de choisir sa propre voie. C'est là que se joue le vrai pouvoir, celui de la décision autonome, de l'affirmation d'un destin qui ne doit rien à personne. Dès qu'un peuple ose cette liberté, même les murs invisibles des grandes puissances s'épaississent. Depuis le 1er janvier, les États-Unis ont imposé un bannissement absolu aux citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Plus de visa pour les études, les affaires ou le tourisme. Aucun recours, aucune procédure spéciale. Les portes américaines sont hermétiquement closes aux ressortissants de l'Alliance des États du Sahel. Ce n'est pas un simple durcissement administratif, c'est une rupture franche et totale, sans ambiguïté. Officiellement, Washington invoque des raisons de sécurité. Mais le timing et la cible soulèvent de vraies interrogations. Pourquoi exactement ces 3 pays, maintenant qu'ils affichent une coopération inédite et une rupture assumée avec la tutelle étrangère? Pourquoi ce tour de vis alors que d'autres pays, eux aussi traversés par l'instabilité, ne subissent pas le même sort? La question centrale demeure. Quelle est la tolérance réelle pour une indépendance vécue, et non plus proclamée? Dès que la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une réalité, les représailles suivent. Ce bannissement résonne comme une mise en garde. L'autodétermination se paie cher, surtout quand elle dérange l'ordre établi, et les exemples ne manquent pas dans l'histoire. On se souvient par exemple de l'Iran après la révolution de 1979, frappé par des décennies d'embargo et d'isolement pour avoir choisi une voie indépendante, ou encore de Cuba, privé de relations économiques et diplomatiques normales avec les États-Unis pendant plus d'un demi-siècle, pour avoir défié l'ordre américain dans l'autre hémisphère. Fermer les yeux sur les motivations profondes de cette mesure, c'est sous-estimer sa portée pour l'AES et, au-delà, pour tout le continent africain. Ce ne sont pas seulement des sanctions, ce sont des opportunités économiques, éducatives et diplomatiques qui disparaissent, et la capacité des États africains à tenir seuls face au monde qui est mise à l'épreuve. Les universités américaines, qui accueillaient chaque année des centaines d'étudiants originaires du Sahel, voient désormais leurs portes closes, privant toute une génération de réseaux, de savoirs et d'expériences internationales. Derrière cette fermeture, chaque décision individuelle et collective prend un poids nouveau. Pour les jeunes, les entrepreneurs ou les dirigeants, chaque choix devient un acte de résistance ou d'acceptation. Refuser de plier, c'est risquer l'isolement, mais céder, c'est renoncer à la souveraineté durement conquise. 3 chefs militaires, 3 coups d'État, une même obsession, reprendre la main sur leur destin. Dans le Sahel, l'Alliance des États du Sahel, ou AES, n'est pas née d'un simple concours de circonstances. Elle marque une rupture brutale avec l'ordre hérité des anciennes puissances coloniales. On peut comparer ce sursaut à la vague d'indépendance africaine des années 1960, quand les peuples, lassés des tutelles européennes, ont proclamé leur autonomie. Mais cette fois, la rupture se veut aussi opérationnelle qu'idéologique. À sa tête, 3 figures. Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Assimi Goïta au Mali, Abdourahmane Tiani au Niger. Chacun rejette un modèle occidental jugé épuisé et inefficace face à l'insécurité chronique. Leurs discours, souvent relayés par les médias d'État, insistent sur la nécessité d'une rupture, non pour le plaisir du symbole, mais pour répondre à des urgences concrètes: sécurité-développement, dignité nationale. Ibrahim Traoré, jeune capitaine, s'impose à la tête du Burkina Faso en 2022. Son arrivée suit la chute d'un régime incapable d'endiguer la violence. Il ne promet pas d'élection, mais la restauration de l'ordre et le retour d'une sécurité nationale après l'échec des interventions étrangères. C'est un message qui trouve écho dans les villages martyrisés par les attaques, où la population, épuisée par l'insécurité, réclame avant tout la paix et la stabilité, même si cela implique des sacrifices démocratiques. Au Mali, Assimi Goïta prend le pouvoir à la suite de 2 putschs successifs. Il affirme que la présence occidentale, surtout française, n'apporte ni paix ni stabilité. Sa priorité, restaurer la souveraineté et répondre à la colère populaire, même si cela signifie défier l'Occident. Sous son commandement, le Mali met fin à plusieurs accords militaires, expulse des forces étrangères et cherche de nouveaux partenaires, notamment la Russie, dans l'espoir de regagner le contrôle de son territoire. Au Niger, Abdourahmane Tiani émerge en 2023. Il écarte un président soutenu par la France et les États-Unis, mais critiqué pour sa passivité sécuritaire et sa dépendance envers l'étranger. Tiani impose une rupture claire. Le Niger ne veut plus être le relais de décisions étrangères.
Sous son impulsion, le pays ferme des bases militaires occidentales et revendique une gestion souveraine de ses ressources, en particulier l'uranium, dont l'exportation vers l'Europe est un enjeu stratégique majeur. Tous trois se présentent comme la réponse à des années d'échecs sécuritaires et à la lassitude vis-à-vis des partenaires occidentaux. Mais surtout, ils imposent une nouvelle légitimité, non plus fondée sur la démocratie importée, mais sur l'ordre, la souveraineté affirmée et la défiance envers l'extérieur. C'est là le ciment de l'AES, une posture qui défie frontalement les attentes internationales. On retrouve ici un schéma déjà vu ailleurs. En Asie, par exemple, où la Corée du Sud et Taïwan, dans les années 50 à 70, avaient misé sur l'autoritarisme et le nationalisme pour reconstruire leur État avant d'ouvrir progressivement la voie à la démocratie. Ignorer ce contexte, c'est manquer la portée symbolique et politique de leurs défis. L'AES n'est plus dans la parole, mais dans l'action. Elle s'unit, agit et impose sa propre lecture de la souveraineté. Les grandes puissances, comme les États-Unis, s'en inquiètent. L'ordre établi est ouvertement contesté. La réaction américaine s'apparente alors à une stratégie de containment, comparable à celle de la guerre froide, quand toute tentative d'émancipation hors du bloc occidental était sanctionnée par des mesures économiques ou politiques drastiques. Mais la souveraineté a un coût. Le bannissement total de voyages décidé par les États-Unis va mettre cette nouvelle indépendance à l'épreuve, autant sur la scène internationale que dans le quotidien des populations. Les familles séparées, les étudiants privés de bourse, les entrepreneurs coupés de marchés porteurs, chaque sphère de la société ressent déjà l'impact de cette fermeture. Faut-il interdire des frontières ou interdire une volonté politique ? Cette question cristallise le malaise du bannissement décrété par les États-Unis à l'encontre de l'Alliance des États du Sahel. Washington avance l'argument de la sécurité et du contrôle des voyageurs. Pourtant, un examen honnête des menaces révèle que les risques sont avant tout internes au Sahel, rarement tournés vers le sol américain. À titre d'exemple, depuis plus de 20 ans, aucun citoyen du Burkina Faso, du Mali ou du Niger n'a été impliqué dans un acte terroriste majeur sur le territoire américain. Ce bannissement va bien au-delà des refus de visa ou des contrôles renforcés. Il sanctionne une prise de position inédite. 3 États africains, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, décident d'agir ensemble, refusant les cadres imposés depuis l'extérieur. Leur alliance n'est plus théorique. Elle prend forme, elle coopère, elle affirme hautement sa souveraineté. Déjà, des réunions stratégiques se multiplient entre Bamako, Niamey et Ouagadougou, avec des projets conjoints pour la défense, la sécurité et l'économie. L'enjeu dépasse la sécurité. En fermant la porte, Washington lance un avertissement à toute l'Afrique. Proclamer son indépendance, c'est franchir une limite. La punition n'est pas qu'administrative, elle cible toute velléité d'émancipation coordonnée. Et si l'alliance tient bon, d'autres pourraient n'en suivre, bouleversant l'équilibre régional. On peut imaginer par exemple que des pays comme la Guinée ou la Centrafrique, eux aussi en rupture avec l'ordre occidental, soient tentés de rejoindre l'AES ou d'imiter sa démarche. Derrière la façade officielle, c'est le droit de choisir sa voie qui vacille. Le risque ? Voir se refermer durablement des horizons économiques, éducatifs et diplomatiques et fragiliser l'audace d'une souveraineté africaine encore fragile. Ce scénario rappelle celui du Zimbabwe, après la réforme agraire du début des années 2000. Sanctions, isolement, effondrement de l'économie, mais aussi résilience inattendue. Mais ce bras de fer n'est qu'à son début. Quel prix l'AES et ses citoyens devront-ils vraiment payer pour cette liberté revendiquée ? Un isolement forcé peut-il vraiment devenir un levier ? Pour les citoyens de l'Alliance des États du Sahel, le bannissement américain n'est pas une abstraction. Il coupe brutalement l'accès aux études supérieures aux États-Unis, bloque les affaires et fige les échanges. Les mobilités, les ambitions éducatives, les investissements sont suspendus, créant un choc économique et humain immédiat. Imaginez un jeune chercheur malien ayant décroché une bourse Fulbright, soudainement privé de départ, ou encore des entreprises burkinabées, en pleine négociation pour exporter leurs produits agricoles vers l'étranger, stoppés net par la défiance des partenaires internationaux. Pour les entreprises, l'incertitude s'installe. L'image des pays de l'AES se fragilise. Attirer des investisseurs ou convaincre des partenaires devient ardu lorsque la stabilité est remise en question. Les projets s'arrêtent, les perspectives s'assombrissent. Déjà, des sociétés étrangères ont gelé des contrats, attendant de voir si l'AES saura traverser la tempête ou s'effondrera sous la pression. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Face aux portes closes, l'AES accélère la construction de réseaux régionaux, accords renforcés avec les voisins africains, partenariats sud-sud, exploration de nouveaux marchés. À l'image des sanctions imposées à la Russie après 2014, qui ont poussé Moscou à développer son agriculture et ses alliances en Asie, l'AES cherche à transformer la contrainte en opportunité. La création d'un marché commun du Sahel, l'ouverture de centres universitaires régionaux ou l'intensification du commerce avec l'Algérie, la Turquie ou la Chine sont des exemples concrets de cette stratégie alternative. L'isolement forcé est alors présenté par certains responsables comme une opportunité inattendue. Le moment, affirme-t-il, d'afficher une autonomie réelle et de rompre avec une dépendance enracinée. C'est un discours qui rappelle celui de la Corée du Nord, qui depuis 70 ans justifie son autarcie par la nécessité de préserver son indépendance face à l'hostilité extérieure. Le silence apparent des dirigeants de l'AES n'est pas synonyme de capitulation. Il s'agit d'un calcul politique, refuser la provocation, afficher un calme stratégique qui intrigue. Cette posture, assumée et réfléchie, offre à l'AES le potentiel de devenir un exemple pour d'autres États africains en quête de souveraineté pleine. C'est aussi un pari risqué. Trop de fermeté peut entraîner la radicalisation interne, trop de souplesse le discrédit aux yeux des partisans de la rupture. La vraie bataille se joue précisément ici. La manière dont l'AES choisira de réagir déterminera si la souveraineté reste un slogan ou devient une stratégie résiliente, capable de résister aux épreuves extérieures. Pour réussir, il faudra mobiliser la société civile, consolider l'état de droit, investir dans l'éducation et l'innovation locale. Cela passe par des mesures concrètes, soutien aux universités locales, incitation à l'entrepreneuriat national, création de fonds souverains pour financer les infrastructures et diplomatie active auprès de nouveaux partenaires. Mais cet isolement, même réinterprété, n'efface pas les tensions internes. Comment les sociétés de l'AES vivent-elles au quotidien le poids de cette souveraineté imposée ? La souveraineté a un prix. Encore faut-il accepter de le payer sans faiblir. Dans les rues de Bamako, Ouagadougou ou Niamey, on sent la fierté d'un peuple debout, mais aussi l'inquiétude face à l'avenir. Certains redoutent la pénurie de médicaments, la hausse du chômage, la fuite des cerveaux. D'autres voient dans cette épreuve un rite de passage, une occasion de se réinventer. Ce bannissement radical nous rappelle que, dans l'ordre international, la souveraineté réelle dérange. Tant qu'elle reste théorique, nulle puissance ne s'en inquiète. Mais dès qu'elle s'affirme collective, autonome, elle devient une menace. Alors, des murs invisibles s'érigent. On l'a vu avec la Yougoslavie dans les années 90, ostracisée pour avoir voulu redéfinir son destin en dehors des cadres convenus. Désormais, les sanctions ne se voient plus. Fini les blocus déclarés ou les embargos criés sur tous les toits. Les pressions s'exercent autrement, restrictions de déplacement, refus de visa, mise à l'écart silencieuse des jeunes diplômés et des élites. Cela coupe des liens, ferme des horizons, isole tout un pays sans bruit. Les conséquences sont insidieuses, appauvrissement des échanges intellectuels, ralentissement de l'innovation, sentiment d'abandon chez les générations montantes. L'Alliance des États du Sahel fait face à l'épreuve décisive. Être indépendant exige plus que des discours. Il faut tenir, bâtir ses propres solutions, inventer des alternatives crédibles. Cela demande des institutions solides et une unité nationale à toute épreuve. Sinon, la souveraineté risque de s'effondrer, étouffée sous l'isolement. C'est ce qui est arrivé à de nombreux pays d'Amérique latine, qui, après leur indépendance, ont peiné à construire un État stable faute d'unité et de vision commune. Mais l'Afrique regarde. D'autres peuples ailleurs sur le continent s'interrogent. Jusqu'où oseront-ils aller avant de subir le même sort ? Quelle liberté reste-t-il vraiment pour défendre ses choix sans tout perdre ? En Afrique centrale, en Afrique de l'Est, les sociétés civiles suivent avec attention les développements au Sahel, conscientes que leur propre marge de manœuvre pourrait bientôt se réduire. Ignorer cette leçon, c'est risquer de répéter l'histoire, ou de subir l'isolement sans y être prêt. L'histoire, elle, n'offre presque jamais de seconde chance à ceux qui n'anticipent pas. Les exemples de pays piégés par leur isolement, comme la Birmanie ou le Venezuela, devraient inspirer la prudence, mais aussi la détermination à transformer l'épreuve en tremplin. La question vous attend. Jusqu'où iriez-vous pour défendre votre souveraineté ? Mais la suite ne dépend plus seulement des dirigeants, elle se joue aussi dans la rue, dans les familles, chez les jeunes privés de futur. Les prochains jours révéleront qui pliera et qui tiendra. On se souvient des printemps arabes, où la mobilisation populaire a parfois fait basculer le destin d'un pays, pour le meilleur ou pour le pire. Le peuple de l'AES, lui, est désormais au pied du mur.
La souveraineté authentique a un prix. Êtes-vous prêt à en accepter toutes les conséquences? Le bannissement total de voyages imposé par les États-Unis aux pays de l'Alliance des États du Sahel place l'Afrique devant un tournant historique. Cette décision ne se limite pas à la sécurité. Elle devient un signal d'alarme pour tous ceux qui veulent traduire la souveraineté en actes réels et solidaires. C'est un moment comparable à celui de la conférence de Bandung en 1955, où les pays du Sud ont affirmé leur volonté de ne plus être de simples spectateurs de l'histoire. Quand la souveraineté reste un slogan, le monde détourne les yeux. Mais lorsque des choix concrets émergent, alliances inédites et refus affirmés, la riposte est immédiate. Barrières économiques, portes éducatives fermées, isolement diplomatique. Pour les citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ce bannissement signifie perdre la possibilité de voyager, d'apprendre, de commercer ou de défendre leur nation au-delà des frontières. Derrière ces sanctions, le cœur de la question est dévoilé. La souveraineté africaine peut-elle survivre à l'isolement? Comment bâtir une crédibilité internationale tout en défiant l'ordre que d'autres ont imposé? Refuser l'ingérence, choisir la voie de l'indépendance, c'est s'exposer à des coûts réels: marginalisation, pression économique, perte d'alliés. Mais c'est aussi l'opportunité d'inventer de nouvelles solidarités, à l'image des BRICS, qui offrent aujourd'hui une alternative aux institutions occidentales traditionnelles. Ce choix n'engage pas seulement quelques pays, il façonne l'avenir politique et économique du continent entier. Fermer les yeux sur ces enjeux, c'est laisser à d'autres le droit d'écrire l'histoire africaine. Mais résister, c'est accepter des sacrifices parfois immenses. Chaque pas vers une souveraineté véritable, c'est toujours payé d'un prix concret. Les chemins de l'émancipation ne sont jamais tracés d'avance. Ils se construisent ainsi dans la difficulté, l'audace et la persévérance. La question est posée à chacun de nous. La souveraineté africaine mérite-t-elle ces renoncements? Sommes-nous capables d'inventer de nouvelles formes de coopération et de refuser que l'isolement soit la seule réponse à notre courage? Pour cela, il faudra multiplier les initiatives régionales, investir dans la jeunesse, renforcer la diplomatie parallèle et bâtir des ponts là où les murs se dressent. Ce qui se joue dépasse largement les frontières du Sahel. Il s'agit de notre droit à définir notre avenir, à établir nos propres règles, et ce combat, lui, ne fait que commencer. Car l'histoire n'attend pas, et il appartient à chaque génération de choisir la voie de sa souveraineté, ou de céder à la facilité de la dépendance.